Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Bouter la corruption hors des frontières du Togo, c'est la mission assignée à la APLUSIA, la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qui sillonne tout le pays pour la sensibilisation. À Dapaon, plusieurs acteurs sont invités à se joindre à cette cause. Le numérique s'invite une fois encore dans le secteur de l'agriculture pour le bonheur des producteurs. Ils ont désormais la possibilité de se faire délivrer leur certificat phytosanitaire numérique, le e-Phyto, à découvrir dans ce journal. Et puis, le Togo veut mieux organiser et encadrer les activités de Wi-Fi zone sur le territoire. Mais avant, les travailleurs de ce secteur doivent être sensibilisés. Raison de cette rencontre à Lomé. Voilà pour les titres. La consolidation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire, c'est l'une des priorités du chef de l'État Forest Zimna Nyazingbe. Et pour matérialiser cette vision dans la région des Savanes, priorisée pour contrer l'insécurité grandissante, le programme d'urgence pour la région des Savanes PURS a été enclenché. Les acquis de ce programme depuis sa mise en œuvre en 2022, ce soir avec Ulrich Amega. La région des Savanes, zone la plus septentrionale du Togo, formée d'une végétation de savane d'une platitude exceptionnelle. 8470 km², près de 700 000 âmes vivent sur ce territoire avec des activités diverses. Début 2022, les Savanes accueillent le programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS. Un projet porté en personne par le chef de l'État Foriso Zimnanya Simbe qui vise à renforcer la résilience des populations de la région. Une réponse parfaite à la menace sécuritaire qui y règne depuis novembre 2021. À travers ce programme, l'on note une pléthore de réalisations. Amélioration du réseau de pistes rurales de 15 à 20%, l'accès à l'eau potable pour 80 000 personnes, de l'électricité pour 15 000 ménages. Le tout estimé à 50 milliards de francs CFA. Dans cette gouvernance d'une région des Savanes où il fait bon vivre, le président de la République fait de la jeunesse une cible particulière. Un centre socio-culturel et sportif pour les jeunes est donc mis en place dans la ville de Saint-Cassé. Inauguré en août 2023, le centre de jeunes de Saint-Cassé a valu pour sa construction et son équipement une enveloppe financière de 130 millions de francs CFA. Son architecture offre une salle de réunion, une salle informatique, une salle de sonorisation, une bibliothèque, un terrain de basketball et une terrasse avec podium. La jeunesse des Savanes peut aussi se réjouir de son institut de formation en alternance et développement IFAD de Barkwasi, implanté sur une superficie de 320 hectares qui a coûté plus de 3 milliards de francs CFA à l'État togolais. Dans cet institut, les jeunes sont formés en création, en gestion et exploitation de fermes agro-pastorales, en production et transformation de produits laitiers. L'ambition du PURS reste plus grande et s'arrime désormais à la feuille de route Togo 2025. Une ambition qui veut proroger le programme sur la même durée et aussi l'étendre à la région de la Kara ainsi qu'à celle de la centrale. Ce qui va nécessiter une enveloppe financière évaluée à plus de 200 milliards de francs CFA. L'on peut lire en cette politique de soutien aux populations du Nord un engagement ferme du chef de l'État à bâtir un Togo de paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. L'autre chantier sur lequel l'État togolais est engagé depuis plusieurs années est la lutte acharnée contre la corruption. Et pour les responsables de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à APLUSIA, cette action doit être commune. Et dans les Savanes, justement, les élus locaux et cadres municipaux sont ralliés à cette cause. Les précisions depuis les Dapaon avec la correspondance de Gérard Lagoudou. La corruption et les infractions assimilées, des facteurs qui compromettent en grande partie la bonne gouvernance et surtout les actions de développement engagées par les décideurs. Et face aux multiples formes prises par ce fléau, la APLUSIA sensibilise en vue d'impliquer les différentes couches dans la prévention et la lutte contre ce mal.
Dans les savanes, les élus et cadres municipaux s'approprient les bonnes pratiques en la matière. Les élus locaux jouent un rôle très important, d'abord dans le développement. Et pour réussir ce développement, il faudra assurer la bonne gouvernance, assurer une gestion saine et transparente des affaires publiques locales. C'est de cette manière que tout le monde pourra contribuer au développement de notre pays. Nous espérons que les élus cadres municipaux sauront exécuter, sinon mettre en œuvre leurs obligations d'information, de déclaration de biens, de bonne gestion des deniers publics et surtout d'intégrité, des valeurs essentielles à la réussite de toute action publique locale. Et ici, les travaux sont axés sur la présentation de la APLUSIA, son mandat, son organisation et ses missions, le concept de la corruption, ses différentes facettes, ses causes et conséquences sur la vie économique et sociale, rôle et responsabilité des élus locaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption, la répression des actes de corruption et d'infractions assimilées. Et je crois que cet atelier vient renforcer déjà les capacités qui étaient déjà là pour nous permettre de comprendre que la chose publique doit être bien gérée pour le bien-être de nos populations. Des fois, nous laissons passer certaines choses, certains comportements sans savoir que ça, il faut que nous bannissons ça. Nous avons même déjà eu des documents. Et maintenant, dans les interventions, nous allons bien être outillés et pouvoir partir bien garnis. Démarrée le 25 mai dernier, la présente campagne concerne toute l'étendue du territoire national. Avant l'étape des savanes, le Grand Lomé, la Maritime et la Kara ont été déjà couverts. Et la APLUSIA, dans sa mission de prévention et de lutte contre la corruption, a poussé ses responsables à effectuer une descente inopinée dans les postes frontières de Saint-Cassé en vue de constater le fonctionnement des différents services qui s'y trouvent. Et ceci est l'occasion également de rappeler aux différents travailleurs, au personnel, les valeurs de bonne conduite dans la formation. Nous retrouvons sur place Gérard Lagouteau. Descente de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées APLUSIA au poste juste apposé de Saint-Cassé. Nous sommes au service de Scadine. On a tous été surpris. Le président APLUSIA, monsieur le DG. Vous avez la même attitude que du côté Burkina. Je comprends votre façon de travailler. Ne pas informer d'avance, c'est la particularité de cette mission. D'autres services, notamment la police, l'immigration, les douanes, l'environnement, les services phytosanitaires et bien d'autres encore ont été parcourus pour la même cause. C'est de les encourager à développer la culture anticorruption et à promouvoir le comportement honnête, intègre et professionnel dans l'exercice de leur profession. Les chefs de service que nous avons pu rencontrer sont déjà conscients de la nécessité de combattre la corruption sous toutes ses formes. Si c'est à l'OTR, l'OTR a déjà une brigade anticorruption qui fait déjà ce travail. Les autres services également sont conscients de leur rôle dans la lutte contre la corruption, contre la fraude aux frontières. Et nous espérons que le message que nous avons passé sera relayé par ces chefs de service à l'endroit de leurs collaborateurs. Ces échanges conduits par le président de la APLUSIA ont été également élargis aux transporteurs et à bien d'autres passagers pour toucher du doigt les réalités du terrain. Il s'agit pour nous essentiellement d'observer le flux des passagers, nous assurer que ces passagers qui rentrent au Togo font l'objet de bon accueil. Il faut que la bonne image que le Togo a soit préservée à travers l'accueil qui est réservé, à travers le respect des droits des passagers qui rentrent sur le territoire togolais. Ils n'ont pas que des droits, mais ils ont aussi des obligations de respecter les règles qui régissent l'entrée sur notre territoire. La présente visite au poste frontière de Saint-Cassé est la troisième du genre effectuée par le président de la APLUSIA. Elle intervient après celle de Sanvikondi le 5 mai et de Kemerida le 25 août dernier, toujours dans le but de sensibiliser le personnel et les passagers. Dans
la région centrale, c'est Socodé qui a réuni plusieurs acteurs venus d'Europe et d'Afrique en une rencontre régionale sur la participation des organisations de producteurs forestiers et agricoles à la restauration des paysages et des forêts. Une initiative dans le cadre du projet dénommé AFR 100, protection environnementale. Les précisions avec Désiré Aloy. L'approche de restauration des paysages forestiers, projet AFR 100, initiative résiliente en Afrique, agenda 2063 de l'Union africaine pour répondre aux ODD. Une ambition pour contribuer à faire entorse au dérèglement climatique. Restaurer 100 millions d'hectares à l'horizon 2030, projet louable. La CETOP, coordination togolaise des organisations des producteurs agricoles et ses partenaires, la FAO, GIZ, ROPA, NEPAD et les autres sont engagés à soutenir le Togo résolument tourné vers cette politique verte. Socodé accueille une rencontre de plusieurs acteurs nationaux et internationaux pour renforcer leur engagement, contribution des pays et partenaires. Ici au Togo, on voit une organisation très importante des OPFA. On voit beaucoup d'engagement aussi, AFR 100 et la restauration des terres forestiers. C'est dans l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes. La rencontre nous relance positivement parce que non seulement nous allons démontrer ce que nous pouvons faire, mais nous allons également aussi écouter et voir ce que les autres font dans d'autres pays. Et cela peut également réconforter notre engagement à aller de l'avant. Cette rencontre veut se faire une rencontre d'action à partir de laquelle les ressources vont être mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers qui sont engagés à accompagner le Togo à travers la déclaration que les producteurs eux-mêmes vont présenter, qui servira de plaidoyer. Le gouvernement togolais s'attelle beaucoup à la restauration des paysages forestiers avec une projection d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Nous voudrions vous réaffirmer l'engagement du gouvernement togolais sous l'impulsion de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, pour la gestion durable des forêts et des terres et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les succès enregistrés dans ce domaine sont à saluer autant que les initiatives doivent être portées à l'échelle. Il faut poursuivre et redoubler d'efforts maintenant, car demain sera trop tard. Nous vous convions à trouver des pistes sérieuses et réalistes pour susciter l'engagement de tous les acteurs. Mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers. L'initiative pour atteindre les objectifs reste la préoccupation des panels au programme pour échanger et cadrer tous les acteurs, chacun dans son rôle, à jouer pour freiner le dérèglement climatique. Dans le cadre du projet Forest for Future, prix Kashik for Green, des prix d'excellence ont été remis aux meilleurs planteurs, meilleurs ménages engagés dans la préfecture de Tchamba. Et pour joindre l'acte à la parole, les différents participants à cette conférence sous-régionale étaient en visite sur le site de pépinière de Paratao, un site qui offre des plans de reboisement et les participants ont justement mis en terre des plans. Nous retrouvons Désiré Aloy. Une pépinière de plusieurs espèces de plants fruitiers et forestiers à Paratao dans Tchaoudjo. Un exemple de réussite. Le projet depuis 5 ans fournit 100 000 plants pour le reboisement. Avant, ma production annuelle était à 35 000. Aujourd'hui, avec l'appui de la FAO, à travers le projet Mécanisme Forêt Paysan, ma production allait à 100 000 plants par an. Ce qui permet aujourd'hui d'augmenter mes revenus avec tous les membres de la coopérative. Je voudrais aussi dire un grand merci au chef de l'État, tous les appuis que notre coopérative Son Waku de Paratao a reçu de la part de la FAO. L'initiative de la société coopérative simplifiée Soa Vaco a eu le soutien du projet Mécanisme Forêt Paysan de la FAO pour répondre au programme AFR 100. Sur ce site, je vois qu'il y a vraiment un grand engouement, c'est-à-dire beaucoup de choses sur les pépinières. Et je me réjouis aussi de voir que, avec l'appui de la FAO, la coopérative a pu
multiplier. Le chef de l'État voudrait que d'ici 2030, que 1 milliard d'arbres soient plantés. La coopérative d'ici doit se positionner là-dessus. Le site, aujourd'hui encore renforcé par un forage et une clôture, reçoit la visite des participants à la conférence régionale sur la contribution des organisations des producteurs forestiers et agricoles à la restauration des paysages forestiers. Un appui de la FAO et de ses partenaires pour accroître le nombre de plants afin de contribuer substantiellement à la campagne de reboisement en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Togo de restaurer 1 400 000 hectares d'ici 2030 et accroître le chiffre d'affaires de nos producteurs forestiers et agricoles. Cet exemple de pépinière offre en temps plein des plans pour le reboisement, une réussite à dupliquer pour renforcer l'atteinte des objectifs du projet Affaires 100 et cadré avec la vision 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 au Togo. La sortie du terrain des participants à la conférence a permis la mise en terre de 1000 plants à Sada dans Tchaoudjo pour marquer leur passage à Sokodé et contribuer par la même occasion au renforcement du couvert végétal. Les enseignants, chercheurs et décideurs en quête de stratégies efficaces pour la lutte contre les effets des changements climatiques. Et c'était au cours d'une conférence régionale webinaire ouverte cette fois-ci du côté de Lomé ce matin. La rencontre est une initiative du Centre ouest-africain de services scientifiques sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres Ouaskal. Les précisions avec Isaka Aruna. L'escalade alarmante des catastrophes naturelles à l'échelle mondiale suscite une réelle urgence. Face à ce défi, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les organismes spécialisés en prévention des catastrophes de la sous-région ouest-africaine s'unissent pour collaborer étroitement avec les gouvernements dans la lutte contre les méfaits des changements climatiques. Il y aura 2 conférenciers principalement qui vont nous étayer toute la connaissance sur la gestion des risques de catastrophes. Le groupe sera scindé en 2 parties où il y aura 2 sessions parallèles. Cet événement aussi met en exergue également tout ce qui est manquement, qu'on appelle des gaps, c'est-à-dire ce qui manque, des recherches que nous n'avons pas encore faites, que nous allons continuer par faire pour pouvoir résoudre ce problème très important qui est l'effet des changements climatiques sur la vie des populations et le développement des pays. Ce webinaire conférence constitue une opportunité inestimable pour mettre en lumière les avancées en matière de gestion des risques liés aux catastrophes. Ces résultats serviront de socle pour établir un système d'alerte précoce efficient destiné à atténuer la souffrance et les épreuves endurées par les populations. À la fin de ce webinaire, il y aura des points clés qui vont sortir, les connaissances, les innovations qui sont déjà développées pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Et en même temps, ces éléments vont être communiqués aux décideurs en vue de prendre des résolutions. C'est un webinaire parmi 4 webinaires qui vont être organisés en Afrique. Mais à la fin de ces 4 webinaires, nous aurons des éléments clés qui vont sortir pour développer des projets et lutter efficacement contre les effets du changement climatique. Le professeur Adama Kodar, président de l'Université de Lomé, a chaleureusement salué cette initiative, reconnaissant son importance cruciale dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025 du Togo. Il vise à accroître la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Il s'agit là d'une preuve tangible de la pertinence de la collaboration et de l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment le monde universitaire, dans la lutte efficace contre les conséquences néfastes du changement climatique dans la sous-région. Vous êtes producteur agricole et vous avez du mal à exporter vos produits frais pour manque de documents adéquats. Eh bien, bonne nouvelle pour vous. Vous pourrez désormais le faire grâce à votre nouveau certificat phytosanitaire numérisé, le e-Phyto. Les conditions pour l'avoir dans ce reportage de Marie-Ange Bida. Le secteur agricole attendait avec impatience cette avancée majeure et aujourd'hui, elle est enfin une réalité. L'introduction du certificat phytosanitaire électronique, également connu sous le nom de e-Phyto.
simplifie considérablement la vie des exportateurs togolais de légumes à destination de l'Europe. Les longues tracasseries administratives, autrefois étalées sur 72 heures, sont réduites à 24 heures. Ça va leur faciliter l'obtention du certificat en leur permettant d'économiser financièrement parce qu'ils devaient faire des déplacements pour arriver au niveau de la direction de la protection des végétaux avant de pouvoir obtenir le certificat. Cela aussi leur permet de ne pas traîner à ce que le certificat qui accompagne leurs produits arrive au pays de destination. Donc la certification électronique vraiment va permettre de faciliter les interactions entre les opérateurs togolais et les opérateurs des autres pays. Cette transition vers la numérisation du certificat phytosanitaire n'a pas été entreprise en solitaire. Le pays a pu compter sur le soutien de précieux partenaires tels que l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, le Centre islamique du développement du commerce et la GIZ, qui est le bras technique de la coopération allemande. L'Allemagne appuie l'ambitieux processus de réforme du Togo et la dynamique de transformation et modernisation structurelle de l'économie et de l'État togolais dans le cadre d'un partenariat pour la réforme conclu en juin 2021. Le partenariat pour la réforme comporte, entre autres, une forte coopération sur la réforme du climat d'investissement, par exemple en améliorant les procédures d'exportation et d'importation comme prévu par le projet EFITO que nous lançons aujourd'hui ensemble. Le ministère de l'Agriculture qui pilote ce projet se réjouit. Le lancement de cette plateforme s'inscrit parfaitement dans le cahier de charges établi par le département conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le certificat phytosanitaire atteste que notre produit qui quitte Lomé, qui quitte le Togo, qui va dans l'espace Union européenne, n'est pas contaminé par les maladies. C'est une avancée. Le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essamin, a voulu digitaliser tous les services publics. Et ça a commencé avec d'autres ministères. Aujourd'hui, c'est le cas du ministère de l'Agriculture avec cette solution électronique phytosanitaire. Afin de marquer de manière pérenne cette collaboration fructueuse entre le Togo et ses partenaires, toutes les parties prenantes ont signé un protocole d'accord. EFITO peut désormais être pleinement mise en œuvre et bénéficier à tous les acteurs concernés. De son côté, les responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP étaient face aux installateurs de Wi-Fi Zone ce matin. L'objectif, leur expliquer le contenu de leur décision portant encadrement de l'activité de Wi-Fi Zone au Togo suite aux différentes plaintes enregistrées. Et c'est une initiative des associations et mouvements de défenseurs des droits des consommateurs. Les précisions avec Abile Nyazimbe. Tout est parti de plusieurs plaintes des propriétaires de Wi-Fi Zone. Le fournisseur d'accès Internet leur coupe la connexion considérant que leur activité est illicite. L'appréciation n'est pas vraiment partagée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour l'ARCEP, l'activité est bien légale. Il faut juste l'encadrer conformément à la réglementation. Et depuis le 12, l'autorité a sorti une décision, ici, mieux expliquée aux acteurs. Il est important que toute activité qui est menée dans le cadre du secteur des télécommunications soit encadrée. Il y a des mesures de protection des consommateurs, mais il y a aussi des mesures de sécurité. La décision demande que les utilisateurs des services soient identifiés. Il y a aussi l'obligation relative aux pylônes. On a le droit de mettre les pylônes si on est opérateur. On est opérateur que quand on a la licence. Une information qui peine à trouver écho favorable auprès des commerçants. Ce secteur est là, ça fait plus de 5 ans. Et si on va maintenant basculer en un secteur réglementé et encadré, ce que nous pensons, c'est qu'il devait y avoir des échanges ouverts avec ces acteurs
pour les sensibiliser à l'importance de la réglementation. Pour les associations des défenseurs des droits des consommateurs, la restriction du Wi-Fi zone serait un coup dur pour la population. Si vous avez souscrit pour une activité ou bien pour un usage individuel, vous n'avez pas le droit au fait quand même de pouvoir rendre votre activité commerciale. Aujourd'hui, nous sommes certains que le message va passer et que par la suite, nous, en tant qu'association des consommateurs, notre mission, c'est de continuer par défendre les droits des consommateurs. Et donc, nous le ferons chaque fois que les occasions se présentent. Les propriétaires de Wi-Fi Zone ont 3 mois pour se conformer à la réglementation sous peine de sanctions. L'éducation en situation d'urgence est au cœur d'une rencontre régionale qui se tient depuis cette semaine à Lomé. Les membres des coalitions nationales pour l'éducation de 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre auront à définir de nouvelles stratégies et approches pour l'implémentation du programme dénommé Éducation en situation d'urgence. De quoi s'agit-il? Clarisse Aticlet nous en parle. Les coalitions nationales ont à cœur l'éducation pour tous les enfants, même en situation d'urgence. Elles veulent leur garantir ce droit fondamental, plus encore dans les pays identifiés comme fragiles ou en crise par le Partenariat mondial pour l'éducation, en Afrique de l'Ouest et du Centre. 7 pays bénéficiaires de la subvention du Fonds Éducation à haute voix approfondissent leurs connaissances en éducation en situation d'urgence. En temps de crise, les États changent de priorité généralement. Il n'y a pas assez de financement pour l'éducation. En temps de crise, c'est plus criard et il est important que les États continuent de jouer leur rôle et d'assurer que les enfants puissent aller à l'école. Terrorisme, insécurité, catastrophes naturelles dues au changement climatique sont souvent la cause de la fragilité des pays. Ceux qui sont touchés par les conflits seront amenés à partager leurs expériences en éducation en situation d'urgence. Ici, on a une représentation de divers niveaux. On a des pays qui ne sont vraiment pas encore en crise. Je vais parler du Togo ou du Bénin. On sait qu'il y a des incursions dans certaines régions, mais pour le moment, ils ne sont pas encore qualifiés comme des pays en crise. Il serait important que ces pays qui ont de l'expérience puissent les partager avec les autres, dans lesquels on voit qu'il y a des risques, et qu'ils puissent ensemble déjà identifier quelles pourraient être des stratégies de préparation, quelles pourraient être des stratégies de réponse. Et puis il a attendu d'eux aussi qu'ils renforcent le réseautage. Le Togo, qui a mis en bonne place l'éducation dans sa feuille de route gouvernementale 2020-2025, compte tirer meilleure partie de cette rencontre régionale d'échange pour se prémunir contre les éventuelles situations de fragilité. À Lomé, les pays prendront des engagements qui permettront au Fonds Éducation à haute voix de renforcer son accompagnement de 2024 à 2026. L'actualité, c'est cette rencontre depuis ce matin à Lomé autour du projet ASSI-CIAO, entendez appropriation des standards internationaux pour la structuration des formations d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest. Un projet qui, depuis 2019, a déjà permis d'améliorer considérablement la qualité de la formation des ingénieurs dans les différents pays. Dodo Harry pour des précisions. Ils ont réussi à corriger certaines irrégularités dans la formation des ingénieurs au Togo, mais aussi au Sénégal. Pour y arriver, il fallait adhérer au projet ASSI-CIAO, appropriation des standards internationaux pour la structuration des formations d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest. Un projet qui a permis à plusieurs établissements de formation en ingénierie de miser beaucoup plus sur la formation pratique en entreprise pour sortir des main-d'œuvre qui répondent aux normes et standards internationaux et aux besoins des entreprises. Les résultats positifs obtenus de ce projet sont partagés ici avec les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, les ingénieurs et chefs d'entreprise. Nous ne pouvons pas former des ingénieurs sans lien avec les entreprises. D'abord, les spécialités que nous formons doivent être demandeurs de ces entreprises. Donc c'est par rapport à eux qu'on saura s'il faut former un ingénieur génie électrique, génie civil, ainsi de suite. Et dans cet esprit, il faut essayer de partager ce que nous avons appris
avec les autres écoles de formation au Togo et créer un réseau avec les entreprises qui sont des éléments importants dans le cadre de la formation des ingénieurs. L'objectif de cette table ronde, c'est de pouvoir mettre écoles et entreprises ensemble. De par le passé, ce n'était pas évident parce que c'est deux univers qui semblent opposés alors que c'est deux univers qui doivent se rapprocher quotidiennement pour que l'ingénieur, du moins le produit qui sera sorti, soit un produit de qualité, soit un produit qui réponde aux attentes de la communauté. Répondre aux attentes des communautés, mais aussi impacter tous les secteurs d'activité à travers une main-d'œuvre qualifiée en ingénierie. L'approche basée sur les compétences est recommandée aux écoles de formation ciblées par ce projet. Je déclare ouvert. Hors du Togo, 2023 sera l'année la plus meurtrière pour les migrants. C'est ce qu'annonce l'ONU qui avance les chiffres de plus de 2500 candidats à l'immigration qui ont péri ou sont portés disparus en Méditerranée depuis le début de cette année. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a annoncé ce vendredi qu'au moins 990 migrants sont morts ou ont disparu entre juin et août sur la route dangereuse de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Cet été, nous avons vu tripler le nombre d'enfants et d'adultes morts sur la route migratoire de la Méditerranée centrale par rapport à l'été dernier. L'agence a déclaré que 11 600 mineurs non accompagnés figuraient parmi les migrants qui tentaient de rejoindre l'Italie sur des bateaux de fortune entre janvier et septembre, soit une hausse de 60% par rapport aux 9 premiers mois de 2022. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants et pour leur avenir. Les politiques actuelles empêchent une recherche et un sauvetage en mer efficace et coordonné. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2500 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée entre le 1er janvier et le 24 septembre, soit 50% de plus qu'à la même période l'année dernière. En retour en page nationale, en novembre prochain, la BOAD, Banque africaine de développement, aura 50 ans. Le président de la banque a réuni ce matin à Lomé la presse togolaise et béninoise autour d'un déjeuner pour annoncer l'événement et surtout les couleurs de la célébration. Le compte rendu avec Carmen Madji à Kako. La BOAD, Banque ouest-africaine de développement, s'ouvre à la presse. C'est autour d'un déjeuner que Serge Ekoué, président de l'institution, annonce aux professionnels des médias du Togo et du Bénin la commémoration du cinquantenaire de la banque commune aux 8 États de l'UEMOA. Pour son jubilé d'or, la BOAD prévoit de financer le développement autrement pour les 50 prochaines années, 2023-2073. Il signifie simplement que dans une économie régionale et dans une économie internationale soumise à de grands mouvements, vous en êtes les témoins privilégiés, de même qu'à toutes ces incertitudes, et les incertitudes de divers ordres que nous subissons, et nous ne nous contentons pas de reproduire au niveau de la BOAD les mêmes modèles économiques, les mêmes stratégies, les mêmes recettes en matière de financement du développement de nos États. C'est pour cela que, bien en avant des cérémonies officielles qui se dérouleront en novembre, nous organisons avec des experts, nous avons déjà commencé depuis le mois d'août, une série d'ateliers thématiques. Les conclusions et recommandations qui résultent et résulteront de ces différents ateliers organisés dans le cadre de la commémoration donneront lieu à l'élaboration d'un document prospectif que nous soumettrons à l'attention, à l'appréciation et à la validation de nos plus hautes autorités au sein de l'UMEA, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. La rencontre avec les journalistes a été également une occasion pour le président de la BOAD de faire le bilan des programmes et projets de la banque, notamment le plan stratégique dénommé Djoliba à fin juin 2023. Les financements cumulés depuis le début de la mise en œuvre du Djoliba 2021-2025 s'élèvent à environ 1 584 milliards de francs CFA, soit environ 47% de l'objectif quinquennal et plus de 82% de l'objectif triennal 2021-2023.
Mais aujourd'hui, on est à peu près à 50% des engagements que nous avions promis de faire. Alors, s'agissant de la réalisation des objectifs opérationnels, les parts de financement allouées aux axes stratégiques, c'est-à-dire l'intégration régionale, la résilience au changement climatique, sont à ce stade relativement faibles puisqu'ils ressortent respectivement à 40% et à 15% de l'ensemble. Quant à l'axe 2 relatif à la création de valeur et aux emplois productifs, on peut constater un taux de réalisation substantiel de 115% pour la cible triennale et de 66% pour la cible quinquennale. En gros, qu'est-ce que je dis? C'est que s'agissant des créations d'emplois, de la création de valeur, de la création de richesse, nous sommes au-dessus de l'objectif. En revanche, sur des sujets de changement climatique et d'intégration régionale, nous sommes en dessous de la cible. S'agissant maintenant des décaissements, on est à peu près à 1600 milliards d'engagements. Aujourd'hui, nous avons décaissé à peu près un peu moins de 1100 milliards. Les échanges avec les hommes et femmes de médias ont essentiellement tourné autour des engagements de la BOAD dans l'espace communautaire. Les journalistes sont revenus sur les questions de financement du climat, des PME-PMI, de la santé, de l'éducation et des infrastructures par la banque. En réponse, le président de la BOAD a rassuré qu'il compte tout mettre en œuvre pour que la BOAD soit la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest. Ce communiqué du gouvernement à présent, le mercredi 27 septembre 2023 à 11h20 à l'école primaire publique de Ngobo, dans la commune de Blita 3, un pan du mur s'est écroulé, causant le décès de 2 écoliers et blessant leur enseignant. Dès la survenue de ce drame, les autorités locales et de l'éducation, à savoir le préfet de Blita, le maire de Blita 3, le directeur régional de l'éducation centrale, le chef d'inspection Blita Ouest et les services déconcentrés de la sécurité, de l'action sociale, de la protection civile se sont portés sur les lieux aux côtés des élèves et des familles des victimes. Après la présentation officielle des condoléances et messages de compassion et de solidarité, il a été procédé à la demande des familles à l'inhumation des victimes de ce tragique accident. Les élèves à Mefadji et à Djogan dans l'après-midi du 27 septembre 2023. Les responsables de l'éducation et de la protection civile prennent d'ores et déjà les dispositions idoines pour la prise en charge psychologique et le suivi des élèves de l'EPP Ngobo, de leurs enseignants et des membres des familles éplorées. Le gouvernement est instruit de procéder aux travaux de construction et de réhabilitation nécessaires dans cette école et globalement pour tous les établissements scolaires. Le gouvernement réitère ses condoléances aux familles éplorées et exprime sa profonde compassion et son entière solidarité à toute la communauté éducative de Blita. Il forme des vœux de prompt rétablissement à l'endroit de l'enseignant blessé. Fait à Lomé ce 29 septembre 2023, le gouvernement. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Blita. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. L'expo ODD